Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le TK. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux à nous regarder. Appel sur le continent, dernière sortie de la semaine, sommet Russie-Afrique, appellation bien contrôlée désormais. On parlera du forum du partenariat Russie-Afrique. Le président Vladimir Poutine a appelé ses perdants africains à le rejoindre à Saint-Pétersbourg à l'occasion pour ce prochain forum du partenariat Russie-Afrique qui se tiendra en avril prochain à Saint-Pétersbourg, dans cette ville portuaire de la Russie. On en parle en sujet unique cet après-midi dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Quels sont selon vous les enjeux de cette grande rencontre, de ce grand sommet à venir entre la Russie et l'Afrique? On en parlera dans quelques instants avec nos invités que nous avons le plaisir de retrouver via notre plateforme, via la plateforme Zoom avec nous, Gamal Abina, qu'on n'a plus besoin de présenter, Luc Michel également, qui est à ses côtés cet après-midi. Bonsoir à vous, Luc Michel, bonsoir. Bienvenue. Merci de nous retrouver en direct pour tenter de nous expliquer quels seront les enjeux de ce grand rendez-vous de l'Afrique et de la Russie qui se prépare pour le mois d'avril prochain à Saint-Pétersbourg. Bonsoir à vous, Vanessa, bonsoir à toute l'équipe et surtout à Gamal Abina. C'est très important cette émission parce qu'on assiste à un flot de propagande de guerre sur les médias français et occidentaux et beaucoup de téléspectateurs malheureusement voient sur les réseaux sociaux. Croyez ces médias mensonges, en réalité nous allons rétablir la vérité aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup à vous Luc Michel, merci en tout cas d'être là. Gamal Abina, bonsoir à vous, merci de nous retrouver en direct pour échanger avec nous sur ce sujet. Bonsoir Vanessa, bonsoir à Luc évidemment et à tous les téléspectateurs, et puis je tiens à préciser que malheureusement je ne serai disponible qu'une heure parce que je suis après obligé de me déplacer, donc je serai en extérieur, c'est un peu compliqué. D'accord, merci à vous Gamal, merci beaucoup. Tout de suite on va entrer dans le vif du sujet avec vous Luc Michel. Alors selon vous, d'entrée de jeu Luc Michel, quels sont les possibles enjeux, ce qu'on attend déjà ou ce que les Africains, la partie africaine, les dirigeants africains dans leur immense majorité en tout cas, et la partie russe justement, attendent de ce grand rendez-vous de l'histoire donc des deux entre la Russie et les pays africains? Est-ce que selon vous il y a des enjeux autres que ceux du tout premier sommet qui a eu lieu il y a 4 ans maintenant? Oui, les enjeux sont beaucoup plus vastes et ils dépassent simplement la Russie et l'Afrique. Ce n'est pas un hasard si le sommet a été annoncé hier. Hier, c'était le sommet de tous les pays européens autour de Macron pour isoler la Russie. Le narratif que vend Macron, c'est de dire qu'il y a l'Occident contre une Russie isolée. La réponse de Poutine, c'est d'expliquer que le véritable clivage, c'est l'Occident contre le reste de la planète. Il vient de démontrer que les Africains sont avec la Russie contre les Occidentaux. En réalité, on voit sur les plateaux de télévision, on annonce des émissions du genre, par exemple, pour BFM TV hier, Poutine va-t-il perdre la guerre? On annonce un Poutine isolé, on annonce une armée russe en déroute, on annonce des coups d'État qui auraient lieu contre Poutine avec ses amis. En réalité, Poutine va de grands succès diplomatiques en grands succès diplomatiques. Tout d'abord, il y a eu le vote du Conseil de sécurité pour condamner la Russie sur la question des droits de l'homme. Il a reçu le soutien de la Chine, mais aussi de l'Inde, mais aussi du Brésil et aussi d'un pays africain, membre non permanent du Conseil de sécurité, le Gabon. C'est symptomatique parce qu'il y a encore 6 mois, le Brésil, le Gabon et l'Inde étaient des alliés militaires du bloc occidental. Aujourd'hui, ils sont du côté de la Russie. Les Français essayent de nous dire que les Chinois auraient pris leur distance vis-à-vis de Pékin
Il suffit d'aller sur Twitter, aller voir, comme je le fais tous les jours, les tweets des ministres chinois. Vous verrez que tous soutiennent les annexions en Ukraine et la Russie dans la guerre en Ukraine. Deuxième succès diplomatique, il a eu lieu hier également, c'est l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus 10 pays pétroliers autour de la Russie. Ils ont pris la décision de limiter, de réduire de 200 000 barils par jour la production de l'OPEP. Les experts occidentaux disent que c'est une gifle à Biden, à Macron et aux Occidentaux. En réalité, évidemment, l'OPEP a pris le parti de la Russie dans la guerre des hydrocarbures et Poutine est en train de la gagner. En particulier, il y a l'Arabie saoudite qui était l'allié principal des États-Unis depuis 1945, qui a retourné géopolitiquement sa veste, qui est du côté de la Russie. Troisième chose, c'est ce qui est en Ukraine. On nous dit que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, etc. Ils disputent en fait 5000 km² à la Russie. Mais Poutine, lui, a annexé plus de 100 000 km² la semaine passée. C'est également une victoire diplomatique. Maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Poutine, évidemment, a une vision mondiale des affrontements. Il ne se limite pas à l'Ukraine ni à l'Afrique. Et à l'Afrique, enfin, la sphère d'influence russe s'agrandit, puisque le putsch au Burkina Faso, c'est un putsch pro-russe. On a vu des drapeaux russes dans toutes les rues de Ouagadougou. Michel, merci pour cette analyse d'entrée de jeu. Alors, Gamal Abina, syntaxiquement et même sémantiquement, j'aimerais qu'on revienne, avant de rentrer justement dans cet aspect des enjeux possibles de ce sommet, qui ne seront peut-être pas différents de façon radicale de ceux d'il y a 4 ans, de celui d'il y a 4 ans, mais peut-être qui engageront un peu plus le monde entier dans son ensemble et même la géopolitique internationale. Mais avant, donc, revenons sur cet aspect syntaxique et même sémantique. Par le passé, il y a 4 ans, on parlait tout simplement du sommet Russie-Afrique. C'était associé, on s'en souvient, en 2019. Et maintenant, on parle du forum du partenariat Afrique-Russie. Est-ce que selon vous, ce petit changement d'appellation, est-ce qu'il a une signification particulière, Gamal Abina? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une marque de respect pour les Africains, parce que les Russes mettent en priorité l'Afrique qui est invitée. Il faut se rappeler qu'on a affaire à des Orientaux, donc il y a des principes, des us et coutumes et du respect diplomatique. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ça rappelle un petit peu, ici en France, par exemple, on entend beaucoup sur les phénomènes de féminisme massif, on met le côté inclusif des femmes, on les met en avant, ce qui s'appelle de la courtoisie. Eh bien, les Russes l'appliquent avec merveille et surtout, ils expliquent que l'Afrique devient le centre de débat, puisque c'est le centre du débat géopolitique mondial. L'Afrique n'a pas suivi, effectivement, comme disait Luc, les recommandations de l'Occident, qui espérait faire en sorte que l'Afrique condamne la Russie. Et je vais même encore plus loin, l'Afrique et toute l'Afrique au sens large du terme nord, sud, est, ouest, non seulement ne l'a pas suivi, mais même certains pays ont été surprenants dans la mesure où ils ont non seulement pas suivi les recommandations, mais surtout se sont absolus, comme le Maroc, qui est un allié traditionnel de Washington. Donc cette idée de dire qu'on met l'Afrique en avant, c'est pas seulement parce qu'ils sont reçus à Saint-Pétersbourg en 2023, c'est surtout pour rappeler que l'Afrique est dans une démarche d'émancipation et que les Russes sont prêts à lui prêter main forte. Ça ne veut pas dire que tous les Africains étaient soumis, c'est vrai, mais l'influence économique et le fait d'être toujours dépendant des subsides occidentaux qui prétendent aider sans pour autant développer a conduit la Russie à réfléchir à une position géostratégique intéressante. Il faut se souvenir qu'en 2014, il y a eu un train de sanctions contre les Russes après l'annexion de la Crimée et que ce train de sanctions non seulement n'a pas porté ses fruits, mais a poussé les Russes à travailler et à s'émanciper de beaucoup de produits manufacturés qui venaient d'Occident. Eh bien, elle propose, je pense, la même configuration aux Africains. Il leur explique simplement, les Occidentaux ne vous donneront pas du matériel de qualité, vous aurez toujours du matériel de second ordre, de mauvais équipements et pas de formation. Nous vous proposons non seulement un transfert de technologie et de compétences potentielles, nous nous proposons les meilleures armes sur le marché et nous vous proposons de savoir les utiliser. Donc, la relation entre la Russie et l'Afrique est une relation d'abord, aujourd'hui, de sécurité, c'est vrai, mais après, de sécurité économique qui va sans doute profiter aux deux parties, puisqu'il y a certains pays en Afrique qui sont plus développés que d'autres qui ont un retard à rattraper. Quant aux Russes, ils ont tout intérêt à avoir des partenaires aussi importants qu'un continent de 1,1 milliard d'habitants, plutôt que les 400 pauvres millions d'habitants européens qui aujourd'hui sont frappés de plein fouet par les contre-sanctions russes. Et je tiens à donner une information peut-être sur Afrique Média ce soir de façon très officielle, il n'y a plus d'essence dans la moitié des stations d'essence en France. Aujourd'hui, il y a pénurie d'essence
sur un pays comme la France qui est un importateur net d'essence. La question est de savoir est-ce que les spéculateurs sont à la manœuvre ou est-ce que simplement le pari dangereux des Européens commence à se retourner de façon visible contre eux, de façon encore plus grave que la crise de 73 ou 79, des doubles chocs pétroliers, de la guerre de Kippour ou de la révolution islamique d'Iran. On va rester avec vous sur un autre aspect justement à la suite de ce que vous venez d'expliquer. Alors on se souvient qu'en prélude au tout premier sommet Russie-Afrique, celui de 2019, il y avait eu un forum Russie-Afrique et au cours de ce le président centrafricain Faustin Archange-Touadéra avait été invité d'honneur. Une situation qui avait fait murmurer plus d'un, avait quand même provoqué pas mal de remous au sein de la société occidentale. Et aujourd'hui, on sait quand même que selon les informations, en tout cas reçues par Afrique Média, que ce sommet, ce forum du partenariat Russie-Afrique aura lieu donc à Saint-Pétersbourg en avril prochain, en avril 2023. C'est du moins ce qu'a expliqué le président russe lui-même, Vladimir Poutine, lorsqu'il a échangé avec le chef de la transition malienne Assimi Goïta lors d'un entretien téléphonique, c'était le 4 octobre dernier, en même temps qu'il lui a formulé une invitation à y participer. Alors, c'est pas une surprise, Gamal Abina. Est-ce que selon vous, on peut encore entrevoir cette fois-ci un Assimi Goïta comme invité d'honneur peut-être de ce forum, de ce sommet, et est-ce que cela présage quelque chose de particulier pour le Mali et pour l'Afrique en général? Alors, il faut se rappeler d'une chose, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de guerre et d'invasion et d'annexion. Il faut se rappeler que, effectivement, vous venez de le souligner, Touadéra a eu l'intelligence de faire appel aux Russes pour empêcher la guerre civile. La France et le reste de l'Occident préparaient une guerre civile en Centrafrique. Les gens n'ont pas pris la mesure des choses. Ils préparaient une guerre civile entre les musulmans, les chrétiens, les FACA, les forces armées gouvernementales. Toute la configuration d'une guerre civile qui n'en finirait plus, dans un pays qui était déjà martyr, allait se mettre en branle jusqu'à ce que les Russes interviennent pour soutenir Touadéra. Et ils l'ont fait de la bonne manière. Aujourd'hui, le pays est stabilisé, en dépit des tentatives de coup d'État qu'il a subies de nombreuses reprises. Eh bien, Goïta, c'est pareil. Assimi Goïta, c'est l'Afrique de l'Ouest maintenant, est au centre du débat européen. Pourquoi? Parce qu'il a fait de façon claire un choix de partenaire militaire pour commencer et de conseiller, et il a choisi la Russie. Et donc la Russie va certainement l'inviter dans la capitale des Tsars, Saint-Pétersbourg. Et pourquoi? Parce que effectivement, la position russe par rapport au sauvetage, et je parle bien de sauvetage, on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, mais de la République centrafricaine, on peut donner ce crédit à la Russie, tout comme on peut donner ce crédit à la Russie pour d'autres régions dans le monde, dans les frontières sud de la Russie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre parce qu'elle est alimentée, cette guerre, elle aurait pu s'arrêter très rapidement en Ukraine. L'Occident alimente la guerre au lieu de proposer la paix. Eh bien, du côté de l'Afrique, la configuration n'est pas la même. D'abord parce que l'Occident a du mal à alimenter une opposition à des dirigeants qui sont devenus populaires. Je parle donc de Goïta et de Touadéra. Et surtout parce que les peuples africains ont compris qu'à chaque fois qu'il y avait une contre-révolution, donc en général un coup d'État militaire commandé par des commanditaires occidentaux, ça a amené la répression, ça a amené la misère, ça a amené l'humiliation, bref, ça n'amenait pas l'émancipation. Donc c'est vrai qu'il est probable, puisqu'il a été appelé par Poutine directement, que Goïta soit, sinon l'invité d'honneur, au moins au centre du débat. Ils vont discuter de choses essentielles, parce qu'on parle beaucoup de Wagner ou d'autres mythes un peu fabriqués pour donner le sentiment que ce n'est pas la Russie qui directement apporte un concours militaire, hein, comme si Wagner allait apporter les hélicoptères, bref. Non, c'est bien des rapports d'État à État. Alors, évidemment, Goïta, c'est un peu le fils spirituel de Sankara. Il prend le pouvoir pour redresser son pays, il a un discours très nationaliste, il veut en finir avec le terrorisme, et il semble aujourd'hui que le pari soit gagnant. Donc, tout comme en Centrafrique, eh bien, le Mali semble avoir emporté la mise, à telle enseigne maintenant qu'on a une autre révolution qui a eu lieu du côté du Burkina, et que peut-être les fêtages d'huile pourra profiter enfin à ces régions qui ont tellement souffert de ces néocolonialismes, de cette destruction économique et de cette instabilité politique et surtout sécuritaire chronique. Pour cette analyse. Alors, Luc Michel, alors que ce sommet est annoncé depuis plusieurs mois déjà, depuis quelques semaines déjà, les préparatifs vont bon train et le président Vladimir Poutine russe appelle ses pairs à Saint-Pétersbourg. On imagine bien qu'il appelle ses pairs africains dans leur ensemble, dans leur immense majorité ou même dans leur globalité. Sauf que d'un autre côté, on sait également, Luc Michel, que entre certains dirigeants africains, notamment le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, Goïta, le malien Sassou Nguesso, il y a comme d'un côté des cibles et de l'autre des alliés, notamment de Paris et de Moscou. Alors comment est-ce que vous entrevoyez justement le départ
pour ce sommet-là, ce forum du partenariat Russie-Afrique-là, en avril prochain? Comment est-ce que vous l'entrevoyez sur un continent notamment où chaque État semble classé en fonction de son positionnement sur le conflit en Ukraine et de sa proximité notamment soit avec l'ancienne puissance colonisatrice d'un côté, soit avec le Kremlin de l'autre? L'échiquier géopolitique a beaucoup changé depuis le précédent sommet. Il faut constater qu'une série de chefs d'État africains se sont éloignés de l'Occident et aujourd'hui, avec l'oxygène géopolitique russe, le choix. Il y a des gens comme Faure Gnassingbé, comme Macky Sall, comme Ali Bongo au Gabon, etc. Tous ces gens-là sont à grande vitesse de s'éloigner de l'Occident. La France n'a plus grand-chose à dire là-dedans. Elle gesticule, mais c'est une petite puissance en décadence. Particulièrement, la position du Gabon qui a quitté la francophonie pour le Commonwealth est un symbole. Et Macky Sall, reçu en ami à Moscou il y a quelques semaines, est un deuxième symbole. Mais surtout, les Américains ont fait une erreur. Ils viennent de voter au Congrès des États-Unis une loi spéciale qui est en discussion au Sénat pour le moment et qui vise à sanctionner économiquement tous les États africains qui vont collaborer avec la Russie. Précisément, cette loi va être annoncée au mois de mars de l'année prochaine. Donc les chefs d'État africains vont arriver à Saint-Pétersbourg en colère contre l'Amérique, avec des États sanctionnés qu'on veut étrangler automatiquement. Poutine, une fois de plus, montre qu'il est un maître du jeu d'échecs et que les Américains sont de mauvais joueurs de poker. Bina, je reviens vers vous. Dans la même logique que cette question que je posais à l'instant même à Luc Michel, dans cette sorte donc de cartographie finalement des relations entre la France et la Russie et les différents États africains, qu'est-ce que vous pensez donc justement de ce positionnement dans la cartographie et le positionnement peut-être que pourraient davantage prendre les autres États africains dans les jours, les semaines ou les mois à venir? J'ai eu, il n'y a pas longtemps, l'occasion d'expliquer qu'il y a des chefs d'État africains qui avaient du courage politique, qui l'ont souvent payé de leur vie, malheureusement. On se rappelle de Lumumba, on se rappelle évidemment de Sankara, on se rappelle du Kadhafi, le regretté Kadhafi, on se rappelle de beaucoup d'hommes qui ont redressé le visage face à un Occident arrogant, et je parle du terme arrogant à destin, parce qu'on va en parler, et qui ont fini par le payer de leur vie. Combien de chefs d'État africains ont été assassinés? Combien ont subi, directement ou indirectement, des déstabilisations extérieures? Eh bien, tout cela, aujourd'hui, change parce qu'il y a une alternative possible. On n'est plus sur une rupture Est-Ouest de type idéologie contre capitalisme, contre soviétisme ou communisme. On n'est plus sur le schéma de pensée planification contre soi-disant ultralibéralisme. Non, on est passé à autre chose parce qu'aujourd'hui, la Russie a changé de modèle économique, c'est un modèle un peu plus viable. Et en même temps, l'ultralibéralisme a fait ses preuves pendant 30 ou 35 ans de la catastrophe qui pouvait conduire ces différentes crises cycliques. Et les Africains, aujourd'hui, les chefs d'État africains, qui certains ont été de grands lâches, il ne faut pas l'oublier, se voient peut-être gratifiés de se dire « je dois rentrer dans l'histoire par le haut » en prenant enfin acte du tournant historique qui est en train de se produire. Donc, je ne vais pas donner de nom des plus lâches, mais certains ont été très lâches, mais sont capables de dire aujourd'hui nous allons nous allier avec la Russie, nous allons discuter avec les Russes, nous ne les condamnerons pas, nous n'acceptons plus les ordres donnés par l'Occident parce qu'on en a marre et parce que je venais à la place d'un homme à la chef d'État africain. Alors quand je parle de lâcheté, c'est vrai que c'est difficile d'être courageux quand on a le risque de se faire assassiner à chaque fois par des barbouzes. On se souvient de Bob Denard et toute sa troupe de criminels. Eh bien aujourd'hui, la sécurité, on l'a vu avec ce qui s'est passé Touadéra, il a échappé plusieurs fois à la mort parce que les équipes qui l'entourent sont bien formées et que les Russes étaient là aux aguets pour faire attention. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est combien de chefs d'État vont basculer dans le camp de l'anti-impérialisme? Parce que la question n'est pas de savoir s'ils sont pro-russes, on n'est pas là, puisqu'ils vont être pro-chinois de ce point de vue-là aussi. On peut aller loin, ils peuvent être pro-iraniens, ils peuvent être pro-algériens, tout simplement. Non, la question est de savoir combien de chefs d'État vont basculer du côté du camp qui leur sera le plus profitable, qui sera le moins invasif et le moins dangereux pour leur pays, qui profitera à leur population. Parce qu'un chef d'État africain, même le dernier des corrompus, j'ose espérer qu'il a quand même à cœur peut-être de laisser un nom un peu plus neuf dans l'histoire que l'avait fait Mobutu, par exemple. Donc c'est vrai que ce genre de profil
peut changer. La France commence à s'inquiéter de cela parce qu'évidemment, elle a fait ses preuves pendant 60 ans de sa gestion indirecte de l'Afrique du franc CFA, donc la catastrophe africaine, de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, ces chefs d'État commencent à manifester leur désir de voir ailleurs, et ils le font très bien parce qu'ils savent qu'il y a d'un côté la puissance militaire russe qui n'est même pas démontrée. C'est une énorme puissance militaire conventionnelle et nucléaire, mais surtout, c'est le plus important, c'est que la Russie est alliée de la Chine. Et quelle puissance économique! On a les deux plus grandes puissances économiques et militaires de la Terre qui ont décidé de tendre les bras à l'Afrique en expliquant qu'ils n'ont jamais été des puissances coloniales, ce qui est vrai. Et donc là, nous avons donc la possibilité pour la part de certains chefs d'État de changer leur position, et ça vient d'être évoqué par Luc Michel. Certains qu'on n'attendait pas ont fini par dire « nous ne condamnerons pas les Russes ». Bien au contraire, nous acceptons d'aller voir Berlin, nous acceptons de discuter à Berlin, parce que qu'est-ce que nous a rapporté l'Amérique ou la France? Paris, Berlin, Londres, je vous dis une bêtise, Paris, Washington et Londres, ça n'a jamais été très très probant, hein, bien au contraire. Il y a toujours eu cette humiliation de dire on va faire une aide au développement. Enfin, aide au développement, ça ne veut rien dire. C'est juste, ça s'appelle de l'endettement, effectivement, de pays qui n'ont aucun instrument pour se développer parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire et qu'on a interdit la réussite économique et industrielle. Donc, ces chefs d'État aujourd'hui vont sans doute de plus en plus sortir de l'ornière et d'autres vont s'inquiéter. Je ne vais pas donner de nom de chefs d'État qui sont plutôt liés sur le clan français, mais ceux-là commencent à s'inquiéter parce qu'ils voient bien que la région bouge, que ça va très vite, que l'histoire s'accélère depuis le mois de février et que je pense avec cette arrogance, et là je parlais de l'arrogance tout à l'heure, arrogance naturelle du coq français qui a les pieds dans la bouse mais qui continue à se prendre pour ce qui n'est plus, cet impérialisme de type napoléonien, cette arrogance commence peut-être à baisser d'un ton parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est plus eux qui ont les cartes entre les mains, mais que d'autres personnes peuvent décider enfin de leur propre destin. Les enjeux, tout à l'heure, Luc Michel disait que ces enjeux pour ce sommet à venir seront certainement beaucoup plus grands que le précédent. Alors, environ 4 ans après la première édition de ce forum du partenariat Russie-Afrique, donc Moscou s'active donc pour la deuxième organisation de l'événement. Selon vous, quels sont les possibles et probables enjeux de cette deuxième édition, Gamal Abina? Déjà, on va commencer par la sécurité, évidemment, c'est la plus évidente, la sécurité énergétique, peut-être, parce qu'effectivement, Luc a évoqué tout à l'heure ces fameux OPEP+, 10 États qui sont pétrolifères. Oui. On a observé que cette réduction de la quantité de barils sur le territoire mondial, puisqu'on parle du monde maintenant, le village planétaire, c'est un village intégré, et bien quand on réduit la quantité importante de pétrole, il y a un décollage vertical, alors que les cours étaient déjà relativement aisés. Il y a encore 15 jours, c'était à 85 $. Là, on est à 92 $. On va vers les 98 $, si je ne me trompe pas. 98 $, je vous dis une bêtise, la cotation. Ça monte en flèche. Ça signifie qu'effectivement, ces pays-là ont compris la donne. On est dans une configuration qui rappelle un petit peu 73, mais en plus fort encore. Parce qu'en 73, c'est que les pays arabes qui avaient finalement boycotté. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se met d'accord pour dire nous avons les ressources, nous savons qu'elles sont prioritaires pour l'Occident et qu'ils ne pourront pas faire sans nous, et nous avons un moyen de pression. Donc, au lieu d'augmenter l'approvisionnement pétrole pour faire baisser les cours du pétrole, ils ne l'ont pas fait. Les pays qui traditionnellement, comme l'Arabie par exemple, étaient plutôt alliés sur les États-Unis depuis le pacte Quincy de 1945, eh bien l'Arabie a décidé de choisir peut-être un autre destin. Et ça donne une idée des enjeux. Et on peut parler donc de sécurité énergétique, c'est une chose, mais pas seulement, hein, sécurité alimentaire. N'oublions jamais que les Russes sont les principaux pourvoyeurs quand même, non seulement de blé, ça on le savait déjà, mais surtout parce que les Américains sont plus producteurs de blé que les Russes, mais surtout pourvoyeurs d'engrais chimiques. C'est le premier pourvoyeur quasiment au monde d'engrais chimiques transformés. Donc ça vient essentiellement d'Afrique, je parle du phosphate, mais les Russes produisent aussi beaucoup de phosphate et d'engrais chimiques et mettent ça à disposition. Preuve en est, ils ont proposé pour garantir la sécurité des Africains de livrer 300 000 tonnes. C'est considérable de façon gratuite. C'est-à-dire qu'ils ne le vendent même pas. Ils disent aux Africains, nous vous montrons un vrai geste de volonté, nous vous donnons les moyens des engrais pour que vous puissiez faire une agriculture qui tienne la distance. Et c'est vrai que l'Afrique, actuellement, il y a une petite sécheresse qui existe en Afrique du Nord, peut craindre des problèmes de ce point de vue-là, eh bien les Russes sont en mesure de répondre à ça. Et l'autre aspect, évidemment, il y a le caractère technologique, mais je rappelle qu'historiquement, quand Nasser, en Égypte, avait demandé à faire construire son haut barrage d'Assouan, il avait été voir les États-Unis qui lui ont claqué la porte au visage, en l'humiliant. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais aller voir les Russes. Il a été voir les Russes et les Russes lui ont construit son barrage du temps de Khrouchtchev, ont participé à la construction du haut barrage d'Assouan qui a garanti effectivement l'approvisionnement de plus de 100 millions de personnes en Égypte. Eh bien, dans le reste de l'Afrique, les Russes sont en mesure de faire des grosses constructions. Ils ont le savoir-faire technologique, ils sont en mesure de répondre à des besoins dont les Africains sont essentiellement, j'ai envie de dire, les besoins primaires, se nourrir,
se loger, la sécurité, le vêtement, tout ça, les Russes savent faire. Donc, ce n'est pas encore de la très haute technologie, ça va arriver, mais ce qui est certain, c'est que la collaboration entre la Russie et l'Afrique va être complémentaire. Pourquoi, selon vous, cet aspect finalement alimentaire, de la sécurité alimentaire, semble être un peu plus important comme enjeu ou alors comme point inscrit à l'ordre du jour pour ce sommet ou ce forum du partenariat Russie-Afrique? Louis Michel, je pose cette question parce que tout à l'heure, en parlant d'enjeux, vous avez évoqué l'aspect énergétique, mais d'après les informations justement dévoilées par le chef du secrétariat du forum du partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov, il a dit que parmi les points essentiels inscrits à l'ordre du jour de ce deuxième sommet Russie-Afrique figurait en pole position la sécurité alimentaire, bien qu'il ait également évoqué l'élargissement des liens commerciaux, économiques, humanitaires et d'investissement, mais il a avant tout évoqué la sécurité alimentaire. Alors, dans la situation actuelle du continent africain, pourquoi ce point semble être indispensable à Luc Michel? Parce qu'il y a une crise alimentaire mondiale et elle n'est pas suscitée par la Russie. Elle est faite depuis un an par les spéculations, notamment sur le marché des céréales, etc., les produits alimentaires. L'Occident vend un narratif et il dit que c'est Poutine qui est responsable. En réalité, ce sont les Occidentaux. Actuellement, la Russie propose de donner, comme l'a dit Gamal, 300 000 tonnes d'engrais à l'Afrique. Ils sont bloqués dans les ports européens. Et Madame Ursula von der Leyen, qui est une agente américaine, a détourné les sanctions européennes. Les sanctions européennes prévoient explicitement que les engrais pour l'Afrique sont exclus. Elle a profité des sanctions européennes pour bloquer dans les ports européens ces matières. Deuxièmement, il y a eu une centaine de navires qui ont quitté les ports ukrainiens avec des céréales ukrainiennes, soi-disant pour nourrir l'Afrique. En réalité, 98 navires sur 100 ont été détournés pour nourrir les populations européennes. La Russie sait que c'est un enjeu central. Le second enjeu, c'est l'énergie. L'énergie, il y a quelques années, c'était le plan Borloo. C'était ce qu'on français proposait un plan de 5 milliards de dollars pour électrifier l'Afrique jusqu'au Sahel au bénéfice des compagnies françaises et occidentales. Eh bien, le russe Rosatom, qui est une régie d'OTAN, lui est présent dans 14 pays africains, notamment l'électrification du Tchad, et il propose clé en main des mini-centrales nucléaires qui permettent aux Africains d'accéder au nucléaire civil. Que font les Russes? Ils commencent par faire un laboratoire nucléaire et à former des techniciens africains. Quand Areva, le français, arrive en Afrique, il arrive avec une clé en main, ses bâtiments préfabriqués, ses techniciens français évidemment, son personnel français. C'est toute la différence entre le partenariat gagnant de la Russie et le partenariat d'exploitation des Français et des Américains. La Russie sait que les grands domaines de la coopération, ce n'est pas uniquement le sécuritaire, parce que ça serait réduire la confrontation mondiale actuellement à la guerre. C'est également au premier plan une confrontation économique, au premier plan duquel il y a la guerre alimentaire et la guerre de l'énergie. Merci pour cette analyse. Alors, Gamal Abina, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière parce que le tout premier, on sait quand même que le tout premier sommet Russie-Afrique qui avait eu lieu en octobre 2019 à Sochi avait connu la participation de nombreux chefs d'État africains et celui-ci s'était conclu notamment par la proclamation de plusieurs objectifs ambitieux et parmi ces objectifs, Gamal Abina, le doublement ou même le dédoublement des échanges commerciaux par le Kremlin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire 4 ans après, que cet objectif-là a été atteint? Oui, il y a une énorme progression, en dépit du fait qu'effectivement, on a tendance à vouloir faire croire que les Russes voudraient affamer l'Afrique. Ce genre de stupidité qui est juste de la manipulation grossière. Mais oui, il y a un énorme développement des relations entre la Russie et l'Afrique. Là, la présence russe en Afrique, pour des raisons sécuritaires, va garantir une autre présence qui sera d'échanges économiques. Puis surtout, lorsque ces sommets interviennent, ils font suite à un sommet qui a été fait, assez ridicule d'ailleurs, en France par M. Macron, qui était un sommet Afrique-France. Bon, c'était bien, mais il n'y avait pas de chef d'État africain, pas de décideurs, pas de gens sérieux. Et qu'à chaque fois que la France propose des sommets, en règle générale, il n'y a pas
Il n'y a pas réellement de concours à vouloir faire un développement économique sérieux, l'installation d'usines clés en main, parce que ça vient d'être évoqué par Luc. Effectivement, les Russes font de l'usine clé en main, ils ont l'habitude de cela, ils l'ont fait en Algérie par exemple. Il faut se rappeler en 70 ces fameuses usines clé en main, tout ce qui était industrie industrialisante, tout ce qui est industrie lourde. Et quand on développe un pays, on commence d'abord par le tissu industriel lourd pour pouvoir arriver vers le léger. Ça, les Russes savent faire. Et c'est vrai que les échanges économiques, c'est plus des échanges de compétences et de transfert de compétences et de formation qui sont actuellement mis en place. Mais ils vont accélérer évidemment ces échanges pour deux raisons. La première, parce que l'Afrique en a cruellement besoin, on l'a bien compris, et que les Russes l'ont très bien identifié. Et la seconde, c'est parce que l'Afrique n'a pas trahi la Russie. Elle a refusé de se soumettre au diktat occidental. Et que l'argument russe qui consiste à dire, et c'est vrai que c'est très choquant, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de débattre avec des politiques français, je trouve ça hallucinant. Ils alimentent une guerre à plein régime dans l'espoir de mettre une raclée à la Russie qui est totalement impossible à atteindre comme espoir. Mais bon, ils pensent que la Russie de 2022, c'est la Russie de 89. C'est deux Russies différentes. Il y en a une qui était en fin de course et qui était épuisée, puis l'autre qui a repris de la force. Et l'autre chose qui est assez hallucinante, c'est de nous dire que les Russes sont mauvais parce qu'ils auraient envahi l'Ukraine, très bien. Ils doivent être sanctionnés à des sanctions n'en plus finir, des sanctions 6, 7, 8, 9, 10, alors que, de l'autre, et ils voudraient que le monde soit d'accord avec eux, alors que lorsque l'Amérique va envahir l'Irak sans le moindre mandat onusien, il le fait de façon la plus barbare et la plus mensongère en assassinant des centaines de milliers de personnes tout de même et en détruisant un territoire qui va donner naissance après à Daesh, produit américain d'ailleurs, et bien à ce moment-là, bizarrement, le monde entier ne doit pas sanctionner les États-Unis qui mériteraient largement d'être boycottés pour ces crimes de guerre. Lorsqu'ils vont bombarder la Libye, on n'en parle même pas. Bref, la multiplication des guerres, et c'est des arguments que souvent développe Poutine à juste titre. Moi, je ne suis pas un fan de Poutine, mais quand il dit des choses justes, il faut le reconnaître. Eh bien, tout cela donne le sentiment qu'effectivement, la relation russo-africaine va se souder autour d'une base qui sera l'augmentation de l'échange, des participations, des transferts de compétences, technologies. C'était déjà le cas à l'époque. Les Russes formaient beaucoup de cadres africains. Et surtout de se dire, puisque vous n'avez pas travaillé, on va travailler avec vous sérieusement. Et là, je pense que, et moi, j'ai plus confiance cette fois-ci en la parole d'un Russe donné, plutôt qu'on l'écrit dans l'occidental. Parce que l'occidental, il vous fait des promesses. Le plan Borloo d'électrification de l'Afrique, il en a beaucoup parlé, en grande pompe. Ils ont fait des colloques, des conférences, ils ont mis ça en scène. Ça a été largement documenté dans les médias. J'aime autant vous dire que l'électrification africaine, on ne l'a pas vue. On en a beaucoup entendu parler, mais ce n'est pas arrivé. Et bien là, les Russes proposent effectivement des solutions. Alors, des centrales nucléaires locales pour réduire effectivement la pollution. Il faut être très clair, le nucléaire est moins polluant, mais surtout la possibilité aux Africains de pouvoir connaître aussi les hautes technologies comme le nucléaire. Donc, l'augmentation des échanges se fera graduellement. Je pense qu'on arrive au double. C'est un peu comme les Chinois, ils le font très bien. Et ça va ne faire que s'accélérer parce qu'aujourd'hui, la complicité entre la Russie et la Chine n'a jamais été aussi grande. C'est ça qui fait la différence. C'est que cette complémentarité des deux grandes puissances de l'Est va forcément profiter à l'Afrique. Je ne dis pas que ça va bien se passer, il y aura des moments difficiles, mais ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être pire que ce qu'a légué la France pendant 60 ans. Kamal Abina pour cette analyse. Alors, Luc Michel, j'aimerais vous poser une question qui peut sembler pragmatique pour les milliards de téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent chaque jour. Le rapprochement donc entre Moscou finalement et le continent africain est de plus en plus remarquable. C'est un secret de polichinelle. Les liens se consolident, se resserrent avec certains pays et la Russie multiplie ses partenariats. On sait aussi que lors notamment du Forum militaire et technique international armé de 2022 qui s'est tenu en août dernier, le président russe Vladimir Poutine proposait d'offrir les armements les plus modernes à ses partenaires africains. Alors la question que j'aimerais vous poser, Luc Michel, c'est qu'en retour justement de ces offres d'armements les plus modernes, que gagne la Russie? Gagne tout simplement des positions géopolitiques et l'isolement de l'Occident. L'Afrique, c'est l'enjeu futur de la Troisième Guerre mondiale. Celui qui va avoir l'Afrique de son côté va gagner la Troisième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle les Américains tentent actuellement, depuis plusieurs mois, une contre-offensive en Afrique. Et Poutine, lorsqu'il a décidé de revenir sur les champs de bataille de la guerre froide en 2015-2016, il a fait cet enjeu en cause. Le deuxième domaine dans lequel ça va intervenir, c'est la réorganisation du marché mondial des hydrocarbures. Depuis 2015, le marché mondial des hydrocarbures était dirigé par les États-Unis, qui sont devenus, grâce aux produits de schiste, exportateurs de gaz et indépendants en matière de pétrole. Aujourd'hui, l'OPEP+, c'est-à-dire les 10 pays de l'OPEP et les 10 pays qui sont associés à celle-ci, sont du côté de la Russie.
Dans l'OPEP, il y a un membre africain très influent, c'est la Guinée équatoriale, l'avant-garde du panafricanisme militant. La deuxième organisation, c'est l'Organisation des États producteurs de gaz, ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. Elle est constituée autour de la Russie, du Venezuela et de l'Iran. Mais ses principaux membres sont africains. Ce sont encore une fois la Guinée équatoriale qui a organisé le premier sommet de l'OPEP du gaz à Malabo en juillet 2019. C'est l'Algérie. C'est le Sénégal qui est l'allié principal de l'Iran. Et c'est bien entendu les Algériens, etc. Et il y a le Congo-Brazzaville autour dedans. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire basculer le Nigeria. Si la Russie réussit à faire basculer de ce côté le Nigeria, les Occidentaux auront définitivement perdu la guerre des hydrocarbures. Tout ceci, ça représente des marchés en centaines de milliers de dollars entre la Russie et l'Afrique. Gamal Abina, on a bien compris que la Russie entend aider les pays africains à faire face notamment aux défis sécuritaires et autres menaces djihadistes terroristes. Cependant, en retour, quel est, selon vous, bien sûr, Luc Michel réitère à chaque fois que la Russie a apporté cette nouvelle oxygène géopolitique, mais en retour, justement, quel est l'intérêt concret, justement, de la Russie de voir ces pays africains débarrassés, finalement, de la menace djihadiste et terroriste? Déjà, il y a une expérience difficile par rapport à la Russie, puisqu'ils ont été confrontés à ces questions-là. Au Liban, une fois, ça s'est passé assez violemment dans les années 80. Oui. Ils l'ont vu aussi en Syrie, puisqu'ils ont débarrassé la Syrie de la plupart des groupes djihadistes. Ils l'ont vu sur leur territoire aussi. Il y a eu des attentats terroristes dont on se souvient, par rapport à la question tchétchène, où il y a eu l'histoire du théâtre, par exemple, à Moscou, ou du métro. Enfin, il y a eu beaucoup d'attentats comme ça qui ont été multiples et qui ont été littéralement éradiqués, puisque les Russes n'y vont pas par quatre chemins, c'est nettoyage total. En général, ça laisse beaucoup de victimes, mais dans tous les cas de figure, ça dissuade complètement une nouvelle reprise de tentatives, soit d'enlèvement ou d'attentats. Et qu'est-ce que ça rapporterait à la Russie? Sur le plan de l'image et de la géopolitique, c'est évident. Luc vient d'en parler. Mais par contre, sur un plan économique, ça a aussi un sens. Non pas que les Russes aient besoin de ressources africaines, c'est faux, ils n'en ont pas besoin. C'est un échange de bons procédés. Ils auraient peut-être besoin des devises africaines, pourquoi pas? Ils vendraient de la technologie, ils pourraient être partenaires, ils pourraient dynamiser leurs échanges en destination du continent africain et vice-versa. Mais ce dont les Russes ont besoin le plus, c'est de la stabilité des cours de matières premières dont ils sont eux-mêmes très friands et ils en produisent énormément. Pétrole, gaz, on le sait déjà, mais terres rares, il y en a aussi beaucoup en Russie. Ils ont quasiment, c'est un État continent. On oublie toujours que la Russie, et c'est l'Europe. J'ai l'Europe, ce qui reste de l'Europe occidentale, c'est des brindilles par rapport à la superficie russe. Et donc la Russie, qui possède toutes les ressources, est pratiquement équivalente, c'est à peu près la moitié du territoire africain, à l'Afrique. Et elle a tout intérêt à ce que ces ressources soient garanties par des hommes qui ne sont pas inféodés à Wall Street ou à la City ou encore à Chicago, sur les marchés des matières premières ou des denrées alimentaires. Elle a tout intérêt à ce que ces ressources, comme l'OPEP+, d'ailleurs, c'est un exemple très intéressant, l'OPEP+, les pays qui ne sont pas nécessairement membres de l'OPEP se sont mis d'accord pour faire monter les prix du pétrole et du gaz, et bien là, c'est pareil. Sur d'autres matières premières vitales, donc la nourriture en substance, les matières, tout ce qui est blé, orge et autres, eh bien les Russes ont tout intérêt à ce que les Africains contrebalancent l'immense poids économique que représentent les États-Unis en matière de production céréalière. Et lorsqu'on se met d'accord avec des producteurs, on peut se mettre d'accord sur la création des prix. On peut créer une sorte de cartel informel qui permette de garantir que la spéculation, et tout à l'heure Luc en parlait aussi, la spéculation qui frappe durement les ménages, même en Occident, la spéculation sur les denrées alimentaires et sur les matières premières, eh bien, soit contrôlée. Parce que ce qui fait la particularité de la Russie, qu'elle soit d'ailleurs communiste, bolchevique, ou simplement poutiniste, entre guillemets, à la Russie d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas les spéculateurs. Ils n'aiment pas cette idée de dire que des oligarques vont nous faire payer cher leur volonté de s'en mettre plein les poches. Et ce que fait Poutine en faisant ce rapprochement géostratégique et géoéconomique, j'ose le mot géoéconomie, c'est qu'il se garantit peut-être, en relation avec les pays africains producteurs, que leurs intérêts mutuels soient bien défendus. Donc je pense que ces deux aspects ne peuvent pas être mis de côté. D'ailleurs, on voit bien avec la guerre qui se produit en Ukraine, c'est que la question céréalière se pose toujours, la question des engrais est posée, la question de l'énergie est posée, que les Occidentaux font le pied de grue devant des pays qui hier étaient leurs ennemis, comme le Venezuela ou l'Iran. Quoique l'Iran aujourd'hui recommence une campagne anti-iranienne, mais quoi qu'il en soit, ils ont fait le pied de grue dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit,
bon, vous étiez nos ennemis, on vous aimait pas, mais on aime encore moins les Russes. Ça ne fonctionne pas. C'est prendre les gens pour les imbéciles. Le Venezuela, ça fait depuis Chavez, 20 ans qu'ils veulent la peau du Venezuela et qu'ils veulent la peau de Maduro. Et pour autant, aujourd'hui, on peut lui parler. Pourquoi ? Parce qu'on a des besoins. Eh bien, ça, c'est très mal vu. C'est prendre les gens pour les imbéciles, les États pour des gens des structures qui n'ont pas de mémoire, mais les États ont une mémoire profonde, longue, et les Russes l'ont très bien compris. Donc, je pense que cette relation de partenariat stratégique, où la Russie et la Chine, qui sont à la fois des producteurs de ce qu'on appelle les terres rares, donc des matériaux très précieux et très rares, et en même temps de grands producteurs pour la Russie énergétique ou industriels pour la Chine, ont besoin de garantir que le marché africain soit stabilisé et que les spéculateurs n'aient plus la main dessus. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que les Russes ont tout intérêt à se rapprocher de l'Afrique. Ils n'ont pas besoin d'énergie, ils ont besoin de garantir que l'énergie qu'ils vendent soit aussi intéressante pour le producteur que peut-être pas trop cher pour le consommateur, mais au moins ça garantisse la production à des prix raisonnables comme ça n'était pas le cas. Je rappelle que le pétrole, il y a encore 20 ans, valait $9 le baril. Aujourd'hui, on est à $98. Ça en dit long sur la relation qui est en train d'évoluer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Gamal Abina, pour toutes ces explications. Alors, Luc Michel, on a beaucoup parlé, ou alors on parle beaucoup du partenariat, des relations russo-africaines, des relations entre Moscou et certains pays africains au plan sécuritaire, au plan économique et même au plan énergétique, mais on aborde peu le plan culturel quand on sait, d'après les informations qu'Afrique Média a reçues par exemple, qu'un centre d'études de la culture et de l'art des peuples d'Afrique verra bientôt le jour en Russie. Il sera peut-être implanté dans la région de Tver. C'est un projet d'envergure culturelle qui peut être perçu comme la matérialisation d'une idée de l'ancien président russe Dimitri Medvedev promu en 2011. Alors selon vous, est-ce que cet aspect culturel est important pour les relations entre les pays africains et la Russie dans un premier temps? Et selon vous, quel est autre aspect culturel qu'on peut évoquer dans cette relation, dans ce partenariat? Il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'il a commencé l'opération spéciale en Ukraine, le domaine militaire ukrainien, la libération des provinces du Donbass, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que Poutine avait comme but, c'est un but géopolitique. C'est détruire le nouvel ordre mondial américain, proclamé par George Bush père à la chute de l'Union soviétique. Et deuxièmement, détruire le nouvel ordre mondial économique américain, ce qu'on appelle la globalisation. La domination américaine sur la planète, elle résulte avant tout d'une guerre culturelle, d'une guerre de civilisation. Poutine a expliqué qu'il visait à combattre ce qu'on appelle le Macworld, c'est-à-dire le monde dominé par McDonald's et par les firmes américaines. Poutine a entamé en Russie ce qu'on appelle une révolution culturelle conservatrice. Il veut développer les valeurs culturelles traditionnelles qui sont celles de la Russie et de l'Afrique, les valeurs de civilisation et évidemment la défense des cultures africaines face à l'anti-civilisation américaine. Elle est fondamentale. Poutine sait très bien que l'Eurasie toute seule ne gagnera pas la guerre. Il est partisan de ce qu'on appelle l'axe Eurasie-Afrique, c'est-à-dire l'union géopolitique des deux grandes régions de la planète, la Panafrique et l'Eurasie unie. Michel, merci pour cette explication. Gamal Abina, au sujet justement de cette possible relation culturelle qui peut également naître entre la Russie et les pays africains, qu'est-ce que vous pensez justement de ce centre culturel dont on évoque déjà, selon les informations reçues à la rédaction d'Afrique Média, dont j'évoquais à l'instant même, et surtout cette idée-là du président Medvedev? J'ai envie de dire que ça va intéresser les spectateurs d'Afrique Média, les téléspectateurs. Je l'ai appris par un ami d'ailleurs de Luc Michel, un ami commun, que Pouchkine, le grand Pouchkine, le plus grand auteur de la littérature russe quasiment, qui est célébré en Russie, est descendant direct d'une famille noire africaine. Donc, et il était reçu parmi les tsars et tout, il n'y a aucun problème. Pouchkine était considéré comme un notable parce que le rapport raciste, qui n'est pas né en Russie, rappelons-le que les Russes ont subi le racisme nazi, le rapport raciste d'un peuple slave n'existe pas. Cette idée selon laquelle il pourrait être raciste, au départ, n'existe pas. Il peut y avoir des
des moments peut-être où des personnes qui s'égarent, mais globalement, il n'y a pas ce rapport de mépris néocolonialiste qui consiste à dire qu'un noir est esclave parce qu'il est noir ou qu'un noir doit être inférieur parce qu'il ne sait pas penser. Ça n'existe pas en Russie, loin s'en faut. Donc cette relation où fait que lorsque, par exemple, les Russes ouvrent les universités aux Africains, ils ne le font pas parce qu'ils les prennent pour des imbéciles, ils le font parce qu'ils savent que ce sont les futurs cadres qui doivent à tout prix développer leur pays. Donc cette relation culturelle, elle est multiple. On se souvient aussi que la Russie du temps du soviétisme était très présente en Afrique, particulièrement sur la pointe de l'Afrique. Et on se souvient surtout qu'à la chute du mur de Berlin en 89 et la chute de l'Union soviétique en 91-92, eh bien, il y a eu plusieurs pays africains qui ont subi le contre-coup et qui ont fini en guerre civile. On voit ce qui est devenu malheureusement la Somalie ou ce qui a failli devenir l'Éthiopie récemment. Donc aujourd'hui, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'effectivement, la Russie a décidé de développer des relations tous azimuts, qui ne seront pas seulement sécuritaires, même si c'est la plus visible aujourd'hui, mais des relations qui vont prendre un creuset beaucoup plus profond et plus important. Il y a les relations économiques, on en a parlé, et la relation culturelle qui est importante. Pourquoi ? Parce que ce qui fonde les peuples, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est quoi ? C'est la culture. Si on n'est pas capable de pouvoir transmettre cette culture, de l'échanger, de la partager et de faire que cette culture est un bien commun de l'humanité, ce que les Russes ont évidemment, les auteurs, les scientifiques, les savants, bref, les Russes ont une énorme culture et un véritable creuset historique profond, et bien le rappeler aux Africains qui peuvent faire cet échange parce que les Africains ont ce même creuset historique très profond, ont cette même profondeur qui mérite d'être valorisée. C'est intéressant de penser qu'effectivement, les Russes n'arrivent pas en se disant « nous allons développer d'abord la culture », ce que les Français prétendent faire. D'abord, on va développer les questions économiques, les questions d'ordre sécuritaire, et on ne va pas écarter la culture. La différence, elle est là. J'en veux pour preuve, lorsque Macron va en Algérie, il nous parle de tout sauf d'économie, ce qui est quand même assez particulier. Il nous parle de foot, il nous parle de cinéma, il nous parle de culture, mais il ne parle pas d'économie. Il parle d'histoire, évidemment. Ça, c'est toujours une façon de détourner. Eh bien, je reviens sur l'Algérie parce que la relation franco-algérienne est toujours très, très compliquée. Eh bien, la Russie ne propose pas cela. Elle propose plusieurs approches multilatérales, dont cette approche qui n'est pas une approche néocolonialiste, mais une approche vraiment de personnes qui veulent apprendre. Et moi, je sais que j'ai connu, par exemple, une Allemande de l'Est à l'époque, et quand on lui parlait de l'autre culture algérienne, maghrébine, africaine, eh bien, elle était fascinée. Ça l'intéressait réellement. Elle ne regardait pas de haut avec un côté méprisant. C'était une fille qui était berlin-est. Hein. Elle regardait avec des yeux vraiment qui brillaient, et elle voulait en savoir plus dans les années 90. Et c'est un peu le même rapport avec la Russie. Je pense que cette question culturelle a un sens profond parce qu'elle va vraiment dynamiser la relation et assainir la relation entre les hommes. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils mettent le volet culturel aussi en avant. Malabina. Luc Michel, parlons un tout petit peu à présent de certaines informations que nous avons reçues ici à la rédaction d'Afrique Média. Il a été lu ça et là que en Afrique, notamment la Russie cible et chasse la France parce que hier en Centrafrique et au Mali, aujourd'hui au Burkina Faso, eh bien, la France est victime d'attaques directes de groupes et de réseaux réclamant son départ au profit de la Russie. Il s'agirait d'un mouvement organisé efficace qui se propage dans les anciennes colonies françaises. Selon vous, Luc Michel, existe-t-il réellement ce mouvement organisé efficace? Si oui, quel serait-il? Avant de vous répondre, je vais donner une précision sur ce que Gamal a dit parce que ça va intéresser tous nos téléspectateurs. Le plus grand écrivain russe, Pouchkine, a fait pour aïeul le général Hannibal Abraham. C'était au départ un petit esclave camerounais, c'est pour ça que ça va intéresser ces électeurs, qui avait été capturé par les Turcs ottomans. Il avait été libéré par les Russes. Il a fait l'académie militaire de Saint-Pétersbourg. Il est devenu général russe. C'est lui qui commandait les armées russes sous Catherine la Grande lors de la libération, précisément, on en parle beaucoup, de la Crimée et de la Novorossia. C'est cela qu'il faut savoir. Donc Pouchkine, le plus grand écrivain russe, c'était un métis de Camerounais. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, oui qu'il existe un mouvement qui cible la France. Et moi, j'y ai participé. Lorsque nous avons, avec mes amis, lancé le retour de la Russie en Afrique à partir de 2015, nous avons créé un puissant lobby pro-russe qu'on appelle la Russosphère. Nous avions fait le même travail en Europe de l'Est entre 2006 et 2015 et nous avons refait le même à partir de 2015 en Afrique. C'est pour ça que les Africains ont accueilli Poutine et Afrique Média qui nous a aidés. Je loue Justin Tagou de m'avoir permis dès cette époque de s'exprimer. La Russie, elle pratique une nouvelle forme de guerre.
ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride a été inventée par l'Iran au Liban en 2006 et par la Russie en Ukraine en 2013. C'est une forme de guerre multidimensionnelle qui comprend la guerre médiatique et les médias, tandis que les Occidentaux y mènent une guerre classique, militaire, économique et médiatique. La Russie, évidemment, elle a visé le ventre mou de l'impérialisme. Le ventre mou de l'impérialisme, c'est la France. La France est une puissance en décadence. C'est un petit État qui joue à la grande puissance mondiale. La France est en train de chuter dans le Pacifique, au Proche-Orient, en Méditerranée, en Afrique du Nord, en Afrique noire. C'est pour ça que les Russes et leurs alliés iraniens, qui sont très présents en Afrique depuis 2018, ont ciblé la France. Moi, je travaille quotidiennement avec les médias d'État francophones iraniens, Presse TV et Persoudé. Nous attaquons quotidiennement la France parce que nous savons que la défaite de la France, elle entraînera la défaite des autres, les Américains, les Belges, les Britanniques, les Espagnols, etc. Donc oui, il y a un mouvement, mais la France, en fait, elle en a pris conscience très lentement. En 2020, il y a eu une campagne lancée aux États-Unis américains contre ce qu'ils ont appelé le groupe Wagner. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « De compagnie UKIP contre Eugénie Prigozhin ». Dedans, il y a un chapitre sur moi et Afrique Média. Et en 2021, lorsque la Russie a fait échouer en Centrafrique le putsch de Bozizé contre Touadéra, les Français ont copié la campagne américaine. Ils ont commencé à attaquer le groupe Wagner et à dire qu'ils étaient ciblés par la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sentiment anti-français, il est suscité par l'arrogance française et pas du tout parce qu'il a été forgé par la Russie, par Afrique Média ou par Luc Michel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Africains en ont marre de l'arrogance française, de la malhonnêteté française, de l'exploitation française, du néo-esclavagisme français. C'est cela la vérité. Et bien entendu, les fake news, la manipulation des réseaux sociaux, etc., ce dont Macron accuse la Russie, en fait, c'est la France qui s'en est rendue coupable. En 2020, Facebook, qui pourtant est dominé par les Américains, a dû fermer des centaines de comptes français faits par les services secrets français, qui étaient des faux comptes pour mener la guerre médiatique contre Touadéra en Centrafrique. C'est cela la vérité. Pour ces précisions. Alors, Gamal Abina, impossible d'aborder finalement cette émission sans évoquer cet aspect géopolitique parce qu'on comprend clairement à travers toutes vos analyses jusqu'ici et surtout à travers les enjeux de ce prochain forum du partenariat Russie-Afrique que les trajectoires historiques, les représentations, il y a comme une sorte de perturbation d'un ordre traditionnel unipolaire. Est-ce que selon vous, à l'avenir, quand je dis à l'avenir, je veux dire dans les jours, les semaines ou les mois, voire les années à venir, est-ce que cette perturbation finalement de cet ordre traditionnel unipolaire risque d'avoir des conséquences pour le monde? Oui, les conséquences seront directement positives pour le monde qui a subi le colonialisme ou le colonialisme, puisqu'il y a un partenaire qui va se montrer quand même meilleur que l'autre. Mais surtout pour le monde occidental, parce que 20% de ce que représente le monde occidental aujourd'hui prétend être à la manœuvre par rapport à la question russe, mais en réalité se trouve assiégé. À part les États-Unis qui restent un petit peu en arrière-boutique, un peu planqués parce qu'ils sont quand même sur un îlot de sécurité, l'Europe occidentale au sens réel du terme, à savoir France, Angleterre, Espagne, Portugal, Allemagne et 2-3 pays comme ça en tour, mais enfin les gros morceaux c'est cela. L'Europe occidentale effectivement est en grande difficulté. L'Europe centrale l'est moins parce qu'il reste quand même très attaché à la Russie malgré tout. Historiquement, il y a des liens qui sont très forts et ça ne se défait pas parce qu'il y a une chute en 91 du mur de Berlin. Par contre, l'Europe occidentale, effectivement, qui dépend de beaucoup de besoins énergétiques, technologiques, on peut le dire, par rapport à l'Asie, mais surtout de matières premières qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent plus exploiter. Il n'y a plus grand-chose, malheureusement, exploité en Europe. Eh bien, ils en ont besoin dans les régions asiatiques, africaines et évidemment orientales de l'Europe, à savoir la Russie, et qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, ce chamboulement géopolitique et géostratégique et géoéconomique, bien sûr, va de pair avec un changement de paradigme.
Aujourd'hui, il n'y a pas la fracture, j'en ai parlé tout à l'heure, de Est-Ouest, communiste contre capitalisme. C'est plus ça la question qui se pose. Aujourd'hui, il y a la fracture qui serait peut-être, j'aime pas trop le terme nationaliste parce qu'il est connoté en Europe, j'ai envie de dire patriote de son pays. Un homme qui aime son pays et qui a à cœur que sa population aille bien, que son pays se développe, que tout se passe pour le mieux. Et ces questions du patriotisme et du nationalisme, peut-être africain, au sens large du terme, et puis au sens individuel par pays, régional peut-être, parce qu'il y a une Afrique régionale aussi qui existe, et ben peut-être que ces questions-là vont être posées avec plus d'acuité et avec une meilleure intégration. Pour l'instant, il y avait un jeu d'échecs qui se faisait de la part de l'Occident en Afrique, en y apportant, il y a eu plus de 200 coups d'État depuis 60 ans, c'est monstrueux, quoi. Eh bien, aujourd'hui, cette sécurisation peut-être des régimes qui vont être mis en place pourra garantir, et on l'espère, le développement le plus vite possible dans les conditions les plus raisonnables. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que les 20% de ce monde occidental qui tenait le monde par ces fameuses thalassocraties qui ont dominé le monde, écrasé, torturé le monde, il faut le dire. Hein. Il y a des choses qui sont des réalités. Je veux dire, quand on rentre dans un pays pour le coloniser, on viole le territoire du pays, on viole ses femmes, on vole ses richesses, on massacre les populations, on en tue par centaines de milliers, voire des millions, et il n'y a pas de droit de l'homme à ce moment-là. C'est le droit des plus forts. C'était la force qui faisait loi et pas autre chose. Eh bien, ces questions sont remises sur la table, sont remises en question. Et j'ai toujours eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises que c'est pas parce qu'on a un retard technologique que ce sera éternel. Et lorsque ce retard sera comblé, là, la relation qui sera faite entre les hommes sera de relation d'homme à homme, d'homme courageux à homme peut-être moins courageux qu'on l'imagine ou peut-être pleutre. On l'a vu avec les États-Unis en Afghanistan. Et ces questions-là restent posées. Donc c'est vrai que vous posez la question de savoir si oui ou non il y a un chamboulement géopolitique et quelles seront les conséquences. Les conséquences, elles sont simples. C'est que la surdomination occidentale va baisser mécaniquement parce qu'ils n'auront plus la main sur le prix des matières premières ou même simplement sur la possession des matières premières. Le changement sera vérifiable rapidement et on peut prendre bonne note aujourd'hui du prix du gaz et du pétrole qui ont explosé, mais pas seulement. Il y a d'autres matières très importantes qui sont détenues par l'Afrique qui vont être disputées, mais cette fois-ci, il n'y aura pas cette espèce de prédation, cette espèce de pouvoir de rapasserie américaine, par exemple, qui est à chaque fois fondée sur un pays dès qu'elle avait besoin de ressources. C'est fini, ça s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il y aura des risques, il y aura des frictions. On retombe sur une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom. Mais dans les faits, il y aura effectivement un changement de paradigme. Après, je vais devoir m'excuser auprès de vous et vos téléspectateurs. C'est que de Luc. Je vais devoir vous quitter parce que je vais devoir partir. J'ai un transport à prendre. Donc, c'était un plaisir de partager cette émission avec vous et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Merci, c'est nous qui vous remercions, cher Gamal Abina. Merci pour toutes vos explications et vos éclairages. Merci d'avoir été des nôtres pour cette dernière sortie d'appel sur le continent. J'espère vous retrouver dimanche dans le cadre de géopolitique internationale. Alors, Luc Michel, je disais tout à l'heure qu'on ne pourrait pas sortir de cette émission sans finalement évoquer cet aspect géopolitique parce que certains continuent justement d'évoquer ou plutôt de remettre en question le fait que finalement, de déplorer le fait que finalement l'Afrique serait comme serait à nouveau l'un des théâtres des antagonismes Est-Ouest, même si tout à l'heure Gamal disait que ce n'est plus comme ça qu'on devrait voir le nouveau paradigme géopolitique, parce qu'on a quand même en Afrique certains pays comme la Côte d'Ivoire et à côté d'autres comme la République centrafricaine ou alors le Nouveau Mali, donc qui démontrent à suffisance que l'Afrique reste quand même l'un des théâtres des antagonismes Est-Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne partage pas la vision de Gamal Abina. Le nouvel ordre mondial qui a été proclamé par les Américains en 1991, c'est une parenthèse dans l'histoire. Ils ont eu l'arrogance de dire que c'était la fin de l'histoire et qu'ils avaient gagné définitivement. Aujourd'hui, Joe Biden lui-même a reconstitué le monde en deux blocs antagonistes, comme du temps de la Première Guerre froide. Il a organisé l'année passée le sommet des démocraties libérales aux États-Unis, dont il a exclu la Russie, l'Iran et la Chine. Joe Biden divise le monde. D'un côté, il y a le bloc des démocraties libérales occidentales. De l'autre, il y a le bloc de ce qu'il appelle les autocraties illibérales. Mais derrière, il y a un affrontement géopolitique classique. Il y a le bloc américano-occidental constitué des puissances maritimes occidentales, les États-Unis, derrière elles, la France, le Japon, l'Australie, etc. De l'autre côté, il y a le bloc des vieux empires continentaux, eurasiatiques, la Russie, qui est la troisième Rome, héritière de 27 siècles d'histoire, la Chine, qui est la Chine
multiséculaire millénaire, l'Iran qui est l'héritière de la Perse. Mais dans cet affrontement des deux blocs, l'Afrique a un rôle à jouer. Celui qui va s'adjoindre l'Afrique, l'Occident, en la maintenant dans une relation de suggestion où la Russie, en l'accueillant dans un partenariat gagnant-gagnant, va gagner cet affrontement idéologique. Mais oui, l'Afrique est le lieu d'affrontement aujourd'hui entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour tous ces éclairages et ces explications. On va revenir à notre thématique principale, à revenir à ces enjeux-là pour peut-être sortir de l'émission avec vous. Alors, on a écouté l'appel du président russe Vladimir Poutine qui appelle ses pairs justement à le rejoindre à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition donc, de ce forum du partenariat Russie-Afrique. Est-ce que vous pensez que cet appel trouvera un écho favorable auprès de l'immense majorité des dirigeants africains, Luc Michel? Écoutez, il l'a déjà trouvé il y a 6 mois lors du vote aux Nations Unies, lorsque 34 États africains ont refusé de condamner la Russie. Il faut savoir que la Russie a une tradition vieille de 2 siècles d'alliance avec l'Afrique. En 1830, le tsar de Russie s'allie à l'Éthiopie. En 1885, il est observateur à la conférence de Berlin. Il évite à l'Éthiopie d'être le seul État africain qui n'est pas colonisé à Berlin. En 1922, la Russie communiste fait la conférence de Bakou qui décide d'aider les indépendances africaines. Ça va durer jusqu'en 1981. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, depuis 2015, il marche sur les traces du tsar de Russie et des secrétaires généraux bolcheviques de la Russie. Oui, évidemment, les États africains ont un choix. Ou ils continuent avec l'Occident. Dans ce cas, ils seront toujours des domestiques livrés à l'exploitation, au néocolonialisme et au néo-esclavagisme. Ils seront des sujets de l'histoire avec les Américains et les Français, où ils choisiront le partenariat gagnant-gagnant du bloc de l'Est. Pas seulement la Russie, mais la Russie, l'Iran et la Chine. Et dans ce cas, ils redeviendront des acteurs de l'histoire. On l'a compris à Malabo, on l'a compris à Brazzaville, on l'a compris à Bangui, on l'a compris à Alger, on l'a compris à Bamako. Et maintenant, il y a 14 autres États africains qui sont en train de se poser la question. Et bien entendu, 34 autres qui s'attendent à choisir la bonne alliance. Pour toutes vos explications, vos analyses et vos éclairages rapidement, Luc Michel, est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de cette thématique pour conclure l'émission? Oui, tout à l'heure, Gamal nous a parlé. Il y a quelque chose qui doit nous faire réfléchir, c'est le cas du Maroc. Le Maroc, c'est la porte d'entrée depuis 15 ans de l'Amérique dans l'Afrique. Le Maroc a le statut d'allié privilégié de l'OTAN. Ça n'existe pas ailleurs de l'Europe. Eh bien, à la grande surprise des Américains, c'est notamment le Maroc qui organise avec l'Africon les manœuvres Lion africains qui ont lieu aux frontières de l'Algérie. Il y en a encore eu en 2021-2022. Il y a 6 mois, le Maroc a refusé de condamner la Russie à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Maroc, donc, a soutenu la Russie. Ça doit faire réfléchir. Le roi du Maroc, qui est sensible aux intérêts de son peuple, il sait très bien qu'avec les Américains, il a choisi le mauvais camp et qu'il doit changer. Vous noterez que maintenant, semaine après semaine, le Maroc a des problèmes. Il y a eu une campagne contre le roi du Maroc, le présentant ivre dans les rues de Paris. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça n'a pas plu évidemment à Rabat. Il y a une campagne de soulèvement de la région du Rif qui est parrainée par les réseaux de Georges Soros. Il y a des islamistes marocains, toujours soutenus par Soros, qui se soulèvent contre le roi du Maroc. Voilà pourquoi il est devenu une cible. Mais ce changement d'attitude du roi du Maroc, qui fait suite au changement d'attitude de Macky Sall et de Faure Gassim Bey, il doit faire réfléchir toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour tous vos éclairages et explications. Merci également à Gamal Abina qui était avec nous. Merci à l'équipe technique de ce soir, spécialement Nathan Daé. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs,
Merci de nous avoir suivis. Vous êtes comptés par milliards à travers le monde entier. Merci pour votre soutien inébranlable à l'égard d'Afrique Média. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de Géopolitique Internationale. D'ici là, restez des nôtres. Nos programmes se poursuivent sur la télévision panafricaine. Au revoir. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pétain. Bonsoir monsieur, Afrique Média, et je vous remercie de tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Allô? Bonsoir.